Que s'était-il passé à Goma le jour où les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda étaient entrés? Y avait-il eu des morts? Combien? Les chiffres avancés sont-ils corrects? Eh bien, ce 12 mars 2025, la Fédération de la diaspora congolaise a organisé au Presse Club Bruxelles Europe une conférence où on parle de la situation des femmes dans ces régions occupées. Et parmi les orateurs, il y a une compatriote qui a vécu ces drames-là. Eh bien, suivez son récit dans ce reportage réalisé pour vous par Cheikh Fita pour EuroAfrica TV. Merci beaucoup, Maître Chiboba, pour la parole. Bonjour à tous. Merci à tout le monde. Merci pour votre présence. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de minutes, je vais essayer de me présenter rapidement. Je suis donc Madame Carole Donis Kontima, qui est le nom de mon mari. Je suis mère des 6 enfants ici et 45 autres à Goma. Alors, je suis née à Bukavu, j'ai grandi à Bukavu. J'ai vécu la guerre de 96, quand en 1996 la guerre a commencé, j'étais là. J'avais 14 ans à ce moment-là. Donc, c'est une guerre que j'ai du mal à expliquer aujourd'hui parce que, étant déjà enfant, et nos parents nous avaient demandé de ne pas se déplacer, de rester enfermés à la maison, on s'était juste rendu compte de ce qui s'était passé à l'extérieur quelques jours plus tard. En 98, quand il y a eu de nouveau une deuxième guerre, nos parents se sont dit non, il faut qu'on se déplace, qu'on essaye de se mettre à l'abri. Et donc en 2009, quand je retourne pour la toute première fois à Bukavu, c'est là que je remarque et je constate vraiment les dégâts que cette guerre avait causés. Parce que pour moi, en 2009, c'était déjà fini, c'était passé. Et là, je me rends compte qu'en fait, que cette guerre avait persisté et ça continuait. En retournant, je dois préciser qu'à ce moment-là, je suis maman de 3 enfants déjà. Je reviens en Europe et je me dis non, il faut que je fasse quelque chose pour chez moi. Tout le monde n'a pas eu la même chance que nous autres. On a été à l'étranger, on a pu être scolarisé, bien dormir, bien manger, et tout le monde n'a pas eu cette situation-là. Parce qu'à ce moment-là, j'ai constaté que les enfants qui avaient l'âge de mes enfants, ils étaient maintenant dans la rue. Et pourtant, dans mon enfance, je n'avais jamais vécu ça à l'Est. À l'époque du Zaïre, tout le monde savait que le Kivu était vraiment, on appelait le Kivu la Suisse de l'Afrique en fait. Très beau et vraiment tous les étrangers venaient visiter. Et à ce moment-là, c'était impossible. Donc en 2012, avec mon mari, on décide de créer une association qui s'appelle Gunguna Orphelina. Parce que suite à toutes ces persistances, on s'est rendu compte que cette guerre a fait beaucoup d'orphelins. Et alors vraiment beaucoup d'orphelins. On a mis en place ici en Belgique Gunguna Orphelina. En travaillant, on s'est rendu compte que le problème était encore plus grave que ça. Il fallait vraiment connaître, pas, non seulement les orphelins, mais il y a des millions de déplacés de guerre, de personnes qui se retrouvent obligées de quitter leur territoire, leur maison, leur quotidien, pour aller chercher, s'abriter et trouver la sécurité quelque part, toujours dans la même zone rouge. Et bon, voilà, depuis plusieurs années, j'ai vécu plusieurs allers-retours jusqu'à ce 26 janvier. Donc, je dois avouer que la région a toujours été, donc l'Est a toujours été très instable. Hein. Et donc, à chaque fois que je suis là-bas et qu'on nous dit, voilà, les rebelles ne sont pas loin, ils s'approchent. Bon. Donc c'est triste de dire ça, mais là, les gens à un moment ont fini par s'habituer à cette situation. C'est triste de le dire, parce que moi aujourd'hui je ne comprends pas comment on peut s'habituer à la guerre, comment on peut s'habituer à ces genres de vie, je ne comprends pas. Donc au final, j'ai fini aussi par commencer à vivre comme tout le monde. Quand ça barde, je suis là, on s'enferme pendant 2-3 jours et puis on sort et la vie reprend à la normale au fait. Et donc le 21 janvier, je prends mon avion en Belgique pour mon orphelinat. J'atterris à Kigali le 22 et le 23, j'étais à Goma. J'arrive à la Grande Barrière et c'est là que je constate qu'il y a pas mal d'étrangers. Vraiment, on était à peu près une dizaine de personnes
qui rentrait à Goma, mais il y avait des milliers de personnes qui étaient en train de sortir. Je me suis dit, bon, j'ai déjà fait tous ces chemins. J'ai quitté la Belgique, arrivé jusqu'ici, et m'y tapé 5 heures de route quand même en voiture de Kigali jusqu'ici. Je suis là. Et dans ma tête, je me disais, mais même si je dois faire demi-tour, il se pourrait que le personnel de l'orphelinat panique de la situation et qu'ils partent, et que les enfants, parce que nos 45 enfants, ce sont quasi, donc presque tous, ils sont issus de cette guerre. Donc c'est des enfants qui ont vécu aussi des atrocités, qui ont vu leurs parents se faire tuer devant eux. Ils ont vécu, d'ailleurs, j'avais même recouru déjà quelques années plus tôt à un jour nouveau pour qu'ils nous envoient des psychologues à l'orphelinat, parce qu'on s'est rendu compte que ça fait des années qu'on a des enfants, mais les enfants sont toujours traumatisés, ça ne part pas aussi facilement. Et je me suis dit, bon, je vais voir par moi-même, je vais voir ce qui se passe. J'arrive à Goma, je vois la circulation est normale, le moto, les taxis. Je vais à l'orphelinat et on me dit non, c'est juste qu'il faut rentrer tôt parce que pour le moment, la situation est un peu compliquée. On nous dit qu'ils ne sont pas loin. Bon, 2 mois plus tôt, j'étais encore là-bas, on nous disait oui, ils ont pris Bunagana, ils ont pris Minova. On savait qu'ils n'étaient pas loin, mais ça fait déjà des années que ça dure. Donc pour nous, on se disait aussi que voilà, ça va passer. Et le dimanche, donc le 24, le gouverneur a été tué. À ce moment-là, j'ai commencé à paniquer quand même un peu. Le 26 à 20 h, j'étais encore à notre alimentation où les coups de feu ont commencé. On est vraiment situé juste à la rue principale. On a l'hôpital général qui est en face, le stade de l'unité à côté, le bureau de la police nationale. Et tout d'un coup, j'ai vu vraiment tous les policiers sortir de leur bureau et ils étaient en train de partir dans tous les sens. Là, j'ai compris que vraiment, là, ça n'allait pas parce que c'était vraiment la première fois que je voyais ça à Goma. J'ai su quand même avoir un taxi, je suis rentrée à l'orphelinat. J'avais ma famille en ligne, ils entendaient comment ça tirait dans tous les sens. Depuis 20 h, ça a tiré le dimanche, toute la nuit des bombes. Le lundi matin, j'ai demandé à tous les enfants, parce que les chambres étaient à l'étage, j'ai dit, voilà, parce que les dimanches, on n'a pas de personnel, personne ne travaille à l'orphelinat, à part le gars de la sécurité. J'ai dit, voilà, vous descendez vos matelas, on s'est mis tous par terre au salon, parce que c'est comme ça qu'on a fait réagir en 96. On va se mettre là. On s'attendait à ce que ça s'arrête. Ça ne s'arrêtait pas. Je n'avais jamais expérimenté un niveau de peur. Donc, je ne sais pas expliquer la peur que j'ai ressentie, seule avec des enfants qui vont de 2 ans et demi à 17 ans. Le plus grand, ils avaient peur comme moi. Tout le monde me regardait. Je lisais dans les yeux des enfants la peur, la crainte, le stress de tout ce qu'ils avaient déjà vécu depuis des années. Mais j'étais là, je ne pouvais que les encourager. Mais au fond de moi, je me disais, Seigneur, j'ai laissé mes propres enfants en Belgique. Pourquoi je dois venir mourir ici? Pourquoi je n'ai rien vu arriver? Je ne comprenais pas. J'étais vraiment dans la compréhension totale. Je ne comprenais pas comment est-ce que je me suis retrouvée là-dedans. Toute la journée de lundi, on a eu la même chose. On n'avait pas... déjà, quand je suis arrivée, il n'y avait pas d'eau dans tout Goma. On n'avait pas de l'eau potable, on n'avait pas d'électricité depuis 1 semaine déjà avant. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je me retrouve toute seule, je regarde dans les dépôts, on avait des petites bouteilles d'eau. On devait se partager des petites bouteilles d'eau pour boire, on devait rester couché. Difficile de préparer pour les enfants. On a vécu comme ça pendant 3 jours. Les enfants, j'avais tellement peur de les envoyer même aux toilettes. On a, désolé de vous raconter ça, on devait pisser dans des seaux, des petits seaux comme ça. Vraiment une vie vraiment compliquée. Donc le lundi, je crois, si je ne me trompe pas, soir, directement, on nous a déconnectés. On ne pouvait plus communiquer avec l'extérieur. Pas de réseau, il n'y avait plus rien qui passait, plus rien. Et à ce moment-là, j'ai compris vraiment que c'était très grave. J'ai demandé à l'agent de sécurité, qu'est-ce qui se passe dehors? Il me dit, maman, je ne comprends rien, on n'entend plus rien, on ne voit plus personne. Dans la rue, on ne voit plus rien. Ça a duré 3 jours comme ça. Le jeudi, vers 5 h du matin, ça s'est arrêté un tout petit peu. On est sorti, vers 9 h, l'agent m'a dit, écoute, je me disais, tu es sûr, Robert, qu'on ne peut pas avoir même de l'eau? Il m'a dit, je suis allée voir à l'extérieur. Il est parti, il m'a dit, oui, je vois déjà devant chaque parcelle, il y a certaines personnes qui regardent un peu ce qui se passe. À ce moment-là, j'ai dit, non, il faut que je sorte, il faut que je vois ce qui se passe, il faut que je trouve un chemin. Je lui ai dit, écoute, si entre-temps tu vois Daombi venir, tu lui demandes de rester avec les enfants, il faut que je parte.
Avant que ça ne coupe, le docteur Marie-Paul m'avait appelé et ça tirait. Hein. Elle entendait comment ça tirait, elle me demandait comment ça va l'orphelinat. On a parlé un peu par vidéo, je lui ai dit ici, voilà, je lui ai raconté un peu ce qui se passait, mais on n'avait pas plus d'informations que ça. Les jeudis, je suis sortie et de toute ma vie, je n'avais jamais vu autant de morts. Il y avait 2 morts. Pour plusieurs d'entre eux, je pense, c'est des gens qui se sont fait tuer entre dimanche et lundi. Il y avait beaucoup qui avaient des ventres gonflés, qui avaient des têtes déjà gonflées, ils étaient pourris, prêts à exploser. Il n'y avait pas de place où mettre le pied. Oh, et alors, on ne pouvait pas filmer. On ne pouvait pas filmer. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que la CICR, les voitures ne circulaient pas, il n'y avait que la CICR qui était en train. Je suis passée devant l'hôpital général, ils avaient empilé les corps comme ça, les uns sur les autres, jusque-là, comme ça. Je suis passée à un moment donné, j'ai vu un garçon, il était en train de fuir avec son cartable, il n'avait plus de tête. On avait explosé sa tête. Une fille à côté avec les intestins qui sortaient par ces trucs vaginaux, par les vagins, son pied comme ça, c'était vraiment horrible. Je suis arrivée à la Grande Barrière à 11 h, donc tout le long du chemin, il n'y avait que des cadavres, la CICR ne s'en sortait pas. Je suis arrivée à la Grande Barrière, il y avait toutes les... Donc je pense que tout le monde à ce moment-là s'était dit, je profite de l'instant où ça ne tire pas, il se pourrait que ça reprenne pour qu'on essaye de se mettre à l'abri. Plein de parents avec 2 petits-enfants. En partant, j'ai fait une vidéo que j'avais partagée après sur les réseaux sociaux parce que le dimanche, quand ça a bardé, j'ai mis sur Facebook, j'ai dit, on a fermé l'aéroport, on ne peut plus sortir, on est pris au piège. Et après, c'est après que j'ai lu les commentaires des gens. Et après, comme on nous avait perdu des vues, mon mari aussi qui paniquait, mes parents, tout le monde paniquait dans tous les sens. On arrive au Rwanda, je me connecte et j'annonce que voilà, on est vivant. Et à ce moment-là, j'arrive à Kigali, il n'y avait pas de vol. L'Europe avait interdit les vols. Donc ça fait, c'est à peine 5 ou 6 jours que j'étais à Goma. Il n'y avait plus de vol. On est resté avec Victoire qui doit intervenir aussi. Lui, il a vécu la guerre en direct le lundi 27 auprès de la FARDC. On est parti avec lui. On a essayé de communiquer sur les réseaux ce qui s'est passé. Au bout de 5 jours, on n'avait pas de... En fait, on a compris qu'on n'était pas seul et qu'on était surveillé partout. On s'est dit, bon, comme on nous a dit que la fille a repris à Goma, retournons un peu pour voir. Et moi, j'ai mon orphelinat, on rentre. On est rentré, toutes les rues avaient été nettoyées. L'orphelinat avait aussi un restaurant dans un autre quartier. Je vais faire un tour par là. Je trouve encore 2 cadavres devant le restaurant. Et on m'a dit, oui, ça c'est le garçon du voisin. Lui, il a été tué après. J'ai dit, mais on n'a pas ramassé les cadavres ici. Mais non. Et puis, une fille qui travaille au restaurant qui me dit, mais oui, mais nous, chez nous, ils ne sont pas encore arrivés. On a encore plein de cadavres. D'ailleurs, on commence à tomber malade parce que ça sent... Toute la ville sentait la mort. Toute la ville sentait la mort. J'avais un sentiment de colère, sentiment de... Je ne comprenais pas. Je me suis moi-même rendu compte que ça fait 12 ans que je travaille à Goma, mais je n'avais jamais vraiment compris, en fait, c'est que cette population vivait. Tous les déplacés, plus de 2 millions, je ne sais pas combien de déplacés, parce qu'on s'est rendu déjà plusieurs fois dans les camps, on voyait cette misère. Je pensais qu'on aidait parce qu'on avait juste de la compassion, mais là, je me suis retrouvée dans la même situation. Et c'est là que j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Comment on peut vivre ça? On a pris un petit moment, on a appris qu'il n'y avait plus de camps de réfugiés. Que voilà, parce que ces nouveaux gouvernements-là nous a fait croire que voilà, c'était la fin de la misère et que la paix était installée là. Alors Victoire m'a dit, écoute maman, on va aller du côté des Saïké à Mugunga, on va aller voir s'il n'y a plus de déplacés. On est arrivé, mais on a ces gens-là, depuis le début de la guerre jusqu'à ces jours-là, ils n'avaient pas mangé. Toutes les organisations, les ONG qui allaient partager la nourriture ne se rendaient plus. Ils étaient déjà tous partis et ils étaient là, ils n'avaient pas mangé. On a fait l'appel sur les réseaux sociaux. La diaspora a envoyé l'argent et c'est comme ça que nous, on devait aller préparer à manger. Mais donc, ça veut dire qu'on a été menacés sur place finalement parce que eux, ils annonçaient le contraire de ce qu'on vivait réellement. Ensuite, on a appris que les femmes de FARDC se sont réfugiées dans les classes, dans les écoles. On a été le voir, j'ai beaucoup de témoignages de ces femmes
où elles étaient là, elles ne savaient plus. Parmi elles, la plupart disaient, moi je ne connais personne à Goma, pour moi ça faisait à peine un mois que je suis arrivée, je retourne chez moi au Kasaï, comment, je retourne à Ouvira, comment, je retourne à Kinshasa, comment, on ne connaît personne ici, on ne sait même pas si nos maris sont vivants ou ils sont morts, est-ce qu'ils ont intégré l'armée du M23. Donc on a regardé ces femmes, il y avait une qui a commencé à pleurer en me montrant son fils. Regarde comment mon fils défie, moi la communauté Makaku, parce qu'on n'a plus à manger. Ces femmes n'avaient pas d'eau, elles n'avaient rien. Rien, rien, rien. Je suis arrivée, j'ai beaucoup de témoignages comme ça que j'ai vécu en peu de jours, mais ici c'est parce que c'est le docteur Marie-Paul, mais je refuse de témoigner parce que j'ai dit mon orphelinat est encore là-bas. Je ne sais pas ce qui peut arriver à mes enfants pendant que moi je suis à l'abri.